Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Notre objectif est d'atteindre 500 j'aime sur cette vidéo. Et avec votre soutien, on peut y arriver. Alors, plongeons directement dans toute l'histoire de l'Italie médiévale. L'effondrement de Rome et la naissance de l'Italie médiévale. Imaginez l'Italie à la fin du 5e siècle. Rome était tombée, mais sa grandeur se lisait encore dans chaque pierre et chaque ruine. Dans ce décor arrivèrent les Ostrogoths, un peuple venu du nord qui revendiquait désormais le cœur de l'ancien empire. Leur chef Théodoric le Grand devint l'une des figures les plus fascinantes de cette époque crépusculaire. Un roi barbare régnant dans l'ombre de Rome, essayant de préserver son héritage tout en construisant quelque chose de nouveau. Théodoric n'était pas un chef de guerre ordinaire. Enfant, il avait été otage à Constantinople, où il avait découvert la puissance de l'Empire byzantin. Il admirait la culture romaine, et, une fois devenu maître de l'Italie, il voulut mêler la force gothique à l'ordre romain. Imaginez un homme partagé entre deux mondes, guerrier gothique dans l'âme, mais portant le manteau d'un empereur romain. Cet équilibre marqua tout son règne. En 493, Théodoric vainquit Odoacre, le général germanique qui avait déposé le dernier empereur romain. Au lieu de détruire Rome, il fit de Ravenne sa capitale et s'efforça de maintenir les traditions romaines. Il restaura les aqueducs, protégea les monuments et laissa le Sénat fonctionner comme symbole de continuité. Pour beaucoup d'Italiens, cela devait ressembler à un étrange demi-retour de Rome, mais sous tutelle gothique. Et pourtant, ce n'était pas une véritable restauration. Les Ostrogoths gardaient leurs propres lois et traditions militaires. Ils étaient ariens, une branche chrétienne que l'Église catholique considérait comme hérétique. Cette différence créait une tension permanente entre les dirigeants goths et leurs sujets romains. L'Église, devenue plus puissante depuis la chute de l'Empire, observait attentivement. Malgré tout, le règne de Théodoric apporta une certaine stabilité. Les routes furent entretenues, le commerce reprit un peu, et les villes respirèrent de nouveau. Mais une stabilité qui repose sur un seul homme reste fragile. À la mort de Théodoric en 526, l'équilibre se brisa. Ses héritiers manquaient de vision, et bientôt, les conflits éclatèrent. À Constantinople, l'empereur Justinien vit son occasion. Rêvant de restaurer Rome, il lança ses guerres d'Italie. Les Byzantins envahirent la péninsule, bien décidés à la reprendre. Ce fut le début de décennies de combats brutaux, sièges, famines, destruction. Le rêve de Théodoric d'un monde mêlant Goths et Romains s'effondra dans ce choc. Pour les Italiens ordinaires, survivre signifiait s'adapter sans cesse. Un jour, il servait Odoacre, le lendemain Théodoric, puis se retrouvait coincé entre Goths et Byzantins. Imaginez un paysan près de Ravenne, essayant de récolter son blé alors que les armées passaient, chacune prétendant régner sur l'Italie. La flexibilité comptait plus que la loyauté. Les Ostrogoths n'ont pas laissé leur marque par des monuments, mais par ce monde intermédiaire qu'ils ont créé. Ils conservèrent une grande partie de l'organisation romaine, tout en y ajoutant leurs propres coutumes. Ils montrèrent que l'ombre de Rome était trop forte pour être ignorée. Chaque conquérant devait se draper de son héritage. Le crépuscule de Rome ne fut pas une nuit soudaine. C'était une lueur qui s'éteignait peu à peu, où des figures comme Théodoric essayaient de garder la flamme vivante. À Ravenne, on pouvait croiser une basilique de style romain bâtie par un roi goth, entendre parler latin dans les rues, tout en sachant que l'Empire avait disparu. De cette contradiction allaient naître de nouvelles puissances, les États pontificaux, le Saint-Empire romain germanique. Mais pendant un court instant, dans le royaume ostrogoth, l'Italie se tenait entre deux mondes. Ce n'était plus Rome, et ce n'était pas encore l'Italie médiévale. L'essor des États pontificaux, comme puissance spirituelle et politique, imaginez un monde où la figure la plus puissante d'Italie ne régnait pas avec des armées de chevaliers ou d'immenses trésors d'or, mais avec des mots. Des mots prononcés depuis une chaire, des mots chuchotés dans des pièces enfumées, des mots portés par des lettres scellées de l'anneau du pécheur. Dans l'Italie médiévale, ce pouvoir de la parole et l'autorité qu'elle portait façonna un empire unique, les États pontificaux. Difficile à croire que la papauté avait commencé comme une charge purement spirituelle, destinée à guider les âmes plutôt qu'à diriger des armées. Mais après la chute de Rome au 5e siècle, l'Italie était devenue une terre morcelée. Vous vous souvenez des Lombards ? Leurs invasions avaient laissé la péninsule divisée et vulnérable. Dans ce chaos, le peuple se tourna vers l'évêque de Rome non seulement pour la prière, mais aussi pour la protection. Imaginez un paysan hors des murs de la ville, incertain de savoir si la prochaine troupe armée serait amie ou ennemie. À qui se fier, sinon au pape ? Quand Grégoire le Grand monta sur le siège pontifical à la fin du VIe siècle, la papauté agissait déjà moins comme un simple pasteur que comme un véritable dirigeant. Grégoire nourrissait les pauvres, négociait avec les envahisseurs et gérait des terres. Il ne se proclama pas roi, mais il se comporta comme tel quand les autres faillirent. C'était le premier signe de ce qui allait venir, la transformation d'une fonction spirituelle en une puissance politique. Avançons au 8e siècle, et les choses s'accélèrent. Les Lombards menaçaient encore Rome. L'Empire byzantin, qui revendiquait encore l'autorité sur l'Italie, était loin et préoccupé par ses propres luttes. Alors le pape Étienne II regarda vers le nord, vers une puissance montante au-delà des Alpes.
il se tourna vers les Francs, dirigés par Pépin le Bref, père du célèbre Charlemagne. Dans un geste spectaculaire, Étienne franchit les montagnes pour couronner Pépin de ses propres mains, le bénissant comme roi. En retour, Pépin offrit des terres au pape, la donation de Pépin. Ce n'était pas seulement un don de champs et de villes, c'était l'acte de naissance des États pontificaux. Pour la première fois, le pape n'était plus seulement un chef spirituel, mais aussi un souverain territorial. Dès lors, le rôle du pape en Italie changea à jamais. Les États pontificaux s'étendaient sur le centre de la péninsule, donnant au pape un contrôle direct sur une bande de terre servant de zone tampon entre le nord et le sud. Et voici ce qui est fascinant, contrairement aux autres souverains qui devaient justifier leur pouvoir par l'épée, le pape pouvait dire que son autorité venait de Dieu lui-même. Un atout qu'aucun empereur ni duc ne pouvait égaler. Mais le pouvoir terrestre n'est jamais simple. Au fil des siècles, les papes durent sans cesse négocier, manœuvrer, parfois même combattre pour défendre leur territoire. Vous vous souvenez de la querelle des investitures dont nous parlerons plus tard ? C'était un affrontement direct entre pape et empereur pour savoir qui détenait l'autorité suprême en Italie. Les États pontificaux se trouvaient en plein cœur de cette lutte, parfois au sommet de leur influence, parfois affaiblis par la pression. En même temps, les États pontificaux furent le théâtre de certaines des personnalités les plus marquantes de l'histoire. Des réformateurs comme le pape Grégoire VII, qui défia les rois eux-mêmes, ou des figures plus mondaines comme le pape Alexandre VI, de la famille Borgia, dont l'ambition et les scandales secouèrent l'Italie. Certains papes menaient des processions de prière, d'autres chevauchaient en armure à la tête d'armée. Imaginez cela, un pape à cheval, épée en main, partant défendre les terres mêmes de Saint-Pierre. Les États pontificaux ne se limitaient pas à la politique, leur existence permit de préserver Rome comme cœur symbolique de la chrétienté. Des pèlerins de toute l'Europe affluaient vers la ville, apportant nouvelles, idées et richesses. Cathédrales, monastères et écoles prospéraient dans ces terres, et l'influence de Rome rayonnait, unissant la foi de millions de personnes sous l'autorité d'un seul homme. Ce double rôle, berger des âmes et souverain des terres, fut à la fois la plus grande force de la papauté et son plus lourd fardeau. D'un côté, il donnait au pape l'indépendance pour agir sans plier devant les empereurs ou les rois. De l'autre, il l'entraînait dans les politiques complexes et sanglantes de l'Italie médiévale. Les États pontificaux étaient à la fois un sanctuaire de foi et un champ de bataille du pouvoir. À ironie du sort, ce rôle de souverain affaiblissait parfois son rôle de guide spirituel. Certains critiques demandaient « Comment un homme de Dieu peut-il être si obsédé par les terres et les armées ?» Et pourtant, sans ces terres, sans cette autorité, la papauté n'aurait peut-être jamais survécu au siècle turbulent de l'Italie médiévale. L'histoire des États pontificaux est en réalité celle d'un équilibre, entre ciel et terre, prière et politique, foi et force. Et comme nous le verrons plus tard dans leurs affrontements avec les empereurs, l'essor des États pontificaux ne façonna pas seulement l'Italie, il redéfinit la notion même de pouvoir en Europe. La conquête par Charlemagne et la naissance du Saint-Empire romain. Imaginez l'Italie à la fin du 8e siècle. Les Lombards avaient dirigé une grande partie de la péninsule depuis des générations, mais leur emprise faiblissait. Au nord, au-delà des Alpes, une puissance montante attendait, les Francs, menés par leur roi redoutable Charlemagne. Son nom, à lui seul, pesait lourd. Grand, imposant et ambitieux, il ne se contentait pas de régner sur un royaume. Il rêvait d'un empire qui revendiquerait l'héritage de Rome elle-même. Et l'Italie en était la clé. Les Lombards s'étaient souvent heurtés à la papauté, menaçant Rome et l'indépendance du pape. À cette époque, le pape n'était pas seulement une figure spirituelle, mais aussi un chef politique chargé de protéger les fragiles États pontificaux nés de l'effondrement de Rome. Quand les Lombards allèrent trop loin, le pape Adrien Ier se tourna vers Charlemagne. Imaginez la scène, un pape désespéré à Rome écrivant à un roi franc bien au-delà des Alpes, le suppliant de marcher vers le sud pour défendre l'Église. C'était un pari, mais un pari qui allait remodeler l'histoire européenne. Charlemagne répondit à l'appel. En l'an 774, il franchit les Alpes, entra en Italie et assiégea Pavie, la capitale lombarde. Après des mois de pression, la ville se rendit et avec elle tomba le royaume lombard. Charlemagne se proclama roi des Lombards. Mais, à la différence des conquérants précédents, il n'effaça pas leurs lois et leurs coutumes. Il les intégra plutôt, régnant à la fois comme monarque franc et roi lombard. Pour l'Italie, cela signifia un nouveau changement de maître, mais aussi une forme de stabilité sous une puissance trop forte pour être aisément défiée. Mais la campagne italienne de Charlemagne n'était qu'une partie d'une vision plus vaste. Il taillait un empire qui s'étendait de la France actuelle à l'Allemagne, des Pays-Bas au nord de l'Espagne et désormais jusqu'au cœur de l'Italie. Et au centre, se trouvait le partenariat avec l'Église. Le pape et le roi avaient besoin l'un de l'autre. Le pape voulait une protection contre ses ennemis, tandis que Charlemagne avait besoin de légitimité, d'un sceau sacré faisant de ses conquêtes autre chose qu'une simple démonstration de force. Ce sceau arriva le jour de Noël de l'an 800. Dans le grand décor de la basilique Saint-Pierre de Rome, le pape Léon III posa une couronne sur la tête de Charlemagne et le proclama empereur des Romains. Imaginez le poids de cet instant. Le titre d'empereur, autrefois porté par Auguste et Constantin, renaissait, mais cette fois entre les mains d'un guerrier franc. Ce n'était pas l'empire romain d'autrefois, mais le symbole était clair,
Charlemagne se disait l'héritier de Rome, et son empire serait connu sous le nom de Saint-Empire romain. Pour les Italiens, ce fut un tournant. La péninsule se trouva fermement arrimée à un empire transalpin, où des décisions prises à Aix-la-Chapelle, la capitale de Charlemagne, pouvaient influer sur le destin des villes de Toscane ou de Lombardie. Certains saluèrent l'ordre qu'il apportait, d'autres y virent le début de siècles d'ingérence venue du nord dans les affaires italiennes. Quoi qu'il en soit, l'Italie n'était plus seulement une terre morcelée de seigneuries locales, elle devenait une pièce essentielle d'un vaste empire chrétien. Bien sûr, l'empire ressemblait plus à une mosaïque qu'à un État unifié. Les ducs et comtes locaux conservaient un immense pouvoir, et la communication à travers montagnes et mers restait lente. Pourtant, l'idée comptait. Le Saint-Empire romain offrit à l'Europe un cadre, la sensation que l'esprit de Rome renaissait, désormais uni au christianisme et à l'autorité de l'Église. Cette idée allait résonner dans toutes les luttes ultérieures entre papes et empereurs, façonnant profondément l'Italie médiévale. Charlemagne lui-même séjourna rarement longtemps en Italie, mais sa présence se perpétua dans les lois qu'il fit appliquer, les monastères qu'il soutint et les alliances qu'il tissa. Son empire se fragmenterait après sa mort, partagé entre ses héritiers, mais la couronne d'empereur du Saint-Empire demeura un prix convoité. Pendant des siècles, des rois germaniques franchiraient les Alpes pour être couronnés, revendiquant le même héritage romain qu'avait porté Charlemagne. La conquête des Lombards et le couronnement de Charlemagne marquèrent la naissance de quelque chose de plus grand qu'un simple royaume. Ce fut le début d'un empire qui lia l'Italie à la grande histoire de l'Europe médiévale. Et même si le Saint-Empire romain connaîtrait des luttes sans fin, avec les papes, avec les cités-États, avec des dynasties rivales, tout commença avec la marche de Charlemagne vers l'Italie et ce jour de Noël à Rome, quand le fantôme de l'ancien empire reçut un corps nouveau. Venise s'impose comme puissance maritime. Fermez les yeux et imaginez ceci, un amas de maisons en bois perchées sur des pilotis au-dessus d'un lagon peu profond, les vagues léchant les bords, des pêcheurs tirant leurs filets, tandis que des marchands déchargent de petites barques pleines de sel et de grains. Difficile d'y voir la ville qui deviendrait un jour la reine des mers. Et pourtant, ce frêle début fut celui de Venise à son enfance, un refuge pour ceux qui fuyaient le chaos du continent après la chute de Rome et les invasions des Gostes puis des Lombards. Personne, en regardant ces îlots boueux, n'aurait imaginé l'empire qu'ils allaient enfanter. Mais les débuts les plus rudes forgent parfois la plus grande résilience. Les Vénitiens durent vivre avec l'eau comme bouclier et comme ennemi. Ils n'avaient pas de murailles de pierre pour se protéger, alors ils comptèrent sur les marais et l'infinité de chenaux secrets de leurs lagons. Et c'est là le secret de leur ascension. Tandis que le reste de l'Italie se fracturait entre Lombards, Byzantins, puis Carolingiens, Venise apprit à survivre en regardant vers la mer. Au départ, ils furent des sujets loyaux de Byzance. L'Empire romain d'Orient revendiquait son autorité sur eux, et, un temps, Venise se comporta en avant-poste fidèle. Mais peu à peu, les Vénitiens découvrirent quelque chose de puissant. La mer leur appartenait. Ils maîtrisèrent la construction navale, fabriquèrent des navires plus rapides et plus robustes que ceux de leurs rivaux, et bientôt leurs rameurs et capitaines transportèrent non seulement des marchandises mais aussi de l'influence. Sel, poissons, épices, soie, le sang du commerce médiéval passait par leurs mains. Ce qui distingua Venise, ce ne fut pas seulement le commerce, ce fut la politique. Ils inventèrent un système de gouvernement aussi singulier que leur ville. Au lieu de roi ou de duc, ils avaient un doge, élu à vie mais soigneusement encadré par des conseils pour empêcher qu'un seul homme ne concentre tout le pouvoir. Un système fait de compromis, de contre-pouvoirs, et s'il n'était pas toujours paisible, il donna à Venise une stabilité que bien d'autres États italiens n'eurent jamais. Rappelez-vous comment les duchés lombards se déchiraient. Venise sut contenir ses querelles et orienter son énergie vers l'expansion, pas l'autodestruction. Dès l'XIe siècle, Venise avait entamé son ascension comme puissance maritime. Ses marchands atteignirent la Méditerranée orientale, tissant des liens vitaux avec Constantinople, Alexandrie et les marchés du Levant. Ils n'étaient pas seulement des négociants, ils étaient des courtiers entre Orient et Occident. Quand l'Europe désirait soie, épices et parfums, ce furent les navires vénitiens qui les livraient. Et quand éclatèrent les croisades, Venise accourut non seulement pour transporter des croisés, mais aussi pour saisir de nouvelles opportunités. La 4e croisade, tristement célèbre pour le sac de Constantinople, fut en grande partie une entreprise vénitienne. La cité ne se contenta pas de profiter du commerce, elle plia l'histoire à son avantage. Imaginez être marin à Venise en ces jours-là. Vous mettez le pied à l'Arsenal, l'immense chantier naval de la ville, et voyez des centaines d'ouvriers marteler, scier, gréer des navires à une vitesse stupéfiante. Les Vénitiens avaient transformé la construction navale en quelque chose comme une chaîne de montage, des siècles avant la révolution industrielle. Leur flotte pouvait être refaite, agrandie et lancée avec une efficacité foudroyante. Voilà comment ils maintinrent leurs rivaux, Pise, Gênes et Amalfi, constamment sur la défensive. Ces guerres pour la suprématie navale dureraient des siècles, mais Venise sut presque toujours garder une longueur d'avance. Bien sûr, Venise n'était pas invincible. Son succès la rendit parfois arrogante, et ses guerres contre Gênes furent des luttes amères et coûteuses. Mais, à la différence de Pise ou d'Amalfi,
qui finirent par s'éteindre, Venise s'adapta sans cesse. Quand Constantinople tomba aux mains des Ottomans au XVe siècle, coupant d'anciennes routes commerciales, ce fut un coup dur, mais la cité trouva des moyens d'ajuster sa voilure, même si la marée de la fortune commença doucement à tourner. Pourtant, à son âge d'or, Venise éblouissait. Imaginez la place Saint-Marc remplie de marchands venus de tous les horizons, l'or et les épices scintillant sur les étals, les dômes de la basilique Saint-Marc resplendissant de mosaïques venues de Byzance. Ce n'était pas seulement une ville, c'était une affirmation. Le pouvoir pouvait venir non des champs ou des châteaux, mais de la mer. L'histoire de Venise nous rappelle quelque chose d'essentiel dans l'histoire plus large de l'Italie. Là où d'autres voyaient une faiblesse, les Vénitiens virent une chance. À partir de boue, de marais et d'eau, ils bâtirent un empire maritime qui devait durer des siècles, façonnant non seulement l'Italie, mais tout le monde méditerranéen, et leur ascension déclencha des rivalités avec Pise, Gênes et Amalfi, des rivalités qui transformèrent la mer en champ de bataille de l'ambition. Mais cette histoire, nous allons l'explorer ensuite. Pise, Gênes et Amalfi se disputent la suprématie navale. Imaginez la Méditerranée au Moyen-Âge comme un immense échiquier étincelant. Les pièces n'étaient pas des rois et des reines, mais des navires, de fines galères fendant les vagues, portant non seulement des soldats, mais aussi des épices, des soies et de l'or. Et, au cœur de ce champ de bataille aquatique, 3 rivales italiennes ambitieuses, Pise, Gênes et Amalfi. Chacune rêvait de contrôler les mers et croyait que l'horizon lui appartenait. Commençons par Amalfi. Bien avant que Pise et Gênes ne fassent parler d'elle, Amalfi bourdonnait déjà d'échanges. Niché sur la côte sud de l'Italie, son port s'ouvrait directement sur les grandes voies de la Méditerranée. Les marchands d'Amalfi étaient comme des magiciens, rapportant des trésors d'Orient, soieries de Byzance, épices du Levant, et même des savoirs comme les chiffres arabes qui finiraient par remplacer les lourds chiffres romains. Un temps, Amalfi parut intouchable. Ses navires filaient sur la mer, respectés et redoutés, et ses négociants avaient des relais jusqu'au Caire. Mais la domination d'Amalfi avait une date de péremption. À l'XIe siècle, elle affronta une concurrence sérieuse. Entre en scène Pise. Surgissant sur la côte toscane, Pise bâtit sa richesse sur des raids audacieux et un commerce agressif. Les flottes pisanes frappèrent profond en terre musulmane, en Afrique du Nord et aux Baléares, rapportant non seulement du butin, mais du prestige. On imagine la fierté de la cité quand ses marins rentraient, les voiles lourdes de trésors et les marchés débordant de produits exotiques. Pise ne se contentait pas d'échanger, elle montrait ses muscles. Puis vint Gênes. Si Pise était audacieuse et Amalfi établie, Gênes était implacable. Son port naturel, protégé par de hautes collines, en faisait une forteresse du commerce. Les marchands génois étaient retors et inventifs, toujours à l'affût de nouvelles affaires, et leurs flottes rivalisèrent bientôt avec celles de Pise. La rivalité entre Pise et Gênes devint si intense qu'elle marqua la politique italienne. Imaginez 2 voisins qui n'arrêtent pas de se surpasser. L'un bâtit une tour plus haute, l'autre un rempart plus solide. Sauf qu'ici, les tours étaient des flottes, et les remparts des alliances avec des royaumes et des croisés. À propos des croisés, les guerres saintes des XIe et XIIe siècles transformèrent la Méditerranée en mine d'or pour les cités italiennes. Pise, Gênes et Amalfi se précipitèrent pour y prendre part. Les navires transportaient non seulement des chevaliers et des pèlerins, mais aussi des marchands qui installaient des comptoirs dans les terres nouvellement conquises. Amalfi avait l'avantage de l'expérience, mais Pise et Gênes étaient plus voraces. Elles se taillèrent des enclaves à Antioche ou Jérusalem, obtenant des privilèges qui alimenteraient leur essor pendant des siècles. La rivalité ne se joua pas toujours à l'épée. Parfois, il s'agissait de gagner la faveur du pape, d'arracher des droits commerciaux à Byzance ou de dominer les routes des épices. Pourtant, quand la bataille éclatait, elle était féroce. L'affrontement de la Meloria, en l'an 1284, est légendaire. Gênes et Pise s'y livrèrent un combat naval massif qui laissa des milliers de morts et brisa les rêves pisans. À partir de ce jour, la puissance de Pise déclina, ses fières flottes s'étiolant. Gênes avait remporté une victoire écrasante, et Amalfi s'était déjà effacée presque complètement après avoir été mise à sac par les Normands au XIe siècle. Pourtant, l'histoire ne se résume pas à des vainqueurs et des vaincus. Chaque cité laissa une trace. Amalfi, bien que petite, donna à l'Europe la Tabula Amalfitana, l'un des plus anciens codes de droit maritime, qui guida les marins des siècles durant. Pise, même après sa chute, érigea des monuments comme sa célèbre tour penchée avec les richesses de ses jours dorés. Gênes, la survivante, domina le commerce jusqu'à la Renaissance et donna au monde des explorateurs comme Christophe Colomb, dont les voyages bouleverseraient la planète. Et voici le rebond. Ces rivalités, si brutales soient-elles, alimentèrent aussi l'âge d'or de l'Italie. La compétition força l'innovation. Les plans de navires s'améliorèrent, les systèmes bancaires évoluèrent, les réseaux d'échange s'étendirent. La Méditerranée ne fut pas seulement un champ de bataille, ce fut un marché d'idées et de biens. Sans cette lutte constante pour la suprématie, l'énergie qui nourrit plus tard la Renaissance n'aurait peut-être jamais pris racine. Quand on y pense, la bataille pour la suprématie navale ne portait pas seulement sur des navires et des ports, elle portait sur l'identité. Chaque cité se croyait destinée à régner sur les flots, et en se battant pour ce destin, elles écrivirent des chapitres d'histoire qui résonnent encore aujourd'hui. La côte amalfitaine murmure toujours sa gloire marchande, Pise penche encore fièrement malgré sa chute,
et Gênes se souvient du jour où elle écrasa sa rivale en mer. La Méditerranée fut leur arène, leur ligne de vie et leur héritage. Et si une seule cité put revendiquer la suprématie au final, les trois gravèrent leur nom dans l'histoire de l'Italie médiévale, prouvant que parfois, la rivalité elle-même est le plus grand moteur du progrès. L'aube de la Renaissance à Florence, art, richesse et humanisme. Imaginez marcher dans Florence au début du XVe siècle. La ville vibre de sons, des ciseaux frappant le marbre, des cloches d'église qui sonnent, des poètes qui déclament sur les places, des marchands qui marchandent des ballots d'étoffe. Mais sous cette agitation, quelque chose de plus profond est en train de naître. Une nouvelle manière de voir le monde apparaît. C'est l'aube de la Renaissance, et Florence en est le cœur battant. La Renaissance n'est pas arrivée comme un éclair. Elle a grandi lentement, enracinée dans la richesse que Florence avait tirée de la banque, de la laine et du commerce. Des familles comme les Médicis disposaient de fortunes assez vastes pour façonner non seulement la politique, mais aussi la culture. Au lieu de dépenser tout leur argent en guerre ou en forteresse, ils l'ont investi dans l'art, les bibliothèques et l'architecture. Imaginez vivre dans une ville où les banquiers rivalisent non pas seulement d'argent, mais aussi de chapelles à couper le souffle et de peintres les plus talentueux à commander. Cette rivalité transforma Florence en galerie vivante. L'une des choses les plus frappantes de cette ère nouvelle fut l'accent mis sur l'humanisme, la conviction que l'humanité elle-même mérite d'être étudiée, célébrée et améliorée. La pensée médiévale regardait souvent vers le haut, vers le ciel et le divin. L'humanisme ramena le regard vers les personnes, leur potentiel, leur créativité et leur place dans l'histoire. Les textes grecs et romains anciens, presque oubliés, furent redécouverts et recopiés. Des érudits comme Pétrarque et Salutati traitaient les auteurs antiques comme des amis d'antan, chuchotant à travers les siècles, rappelant à Florence que l'héritage de Rome n'était pas mort seulement en attente de renaissance. Cette redécouverte des classiques s'accorda parfaitement à l'ambition florentine. Les architectes étudièrent les ruines antiques pour concevoir des bâtiments équilibrés et harmonieux. Les artistes expérimentèrent la perspective, apprenant à peindre la profondeur pour que des murs plats s'ouvrent sur des mondes entiers. Brunelleschi, avec son audacieux dôme au-dessus de la cathédrale Santa Maria del Fiore, montra que les mathématiques et l'ingénierie pouvaient accomplir des choses prodigieuses. Debout sous ce dôme, un Florentin pouvait lever les yeux et sentir à la fois la grandeur du sacré et l'éclat de l'ingéniosité humaine. L'art fleurit comme jamais. Les fresques de Masaccio insufflèrent du réalisme au récit biblique. Les sculptures de Donatello donnèrent au bronze et au marbre une humanité saisissante. Puis vinrent bien sûr des géants comme Léonard de Vinci et Michel-Ange, dont le génie fit de Florence un berceau de chefs-d'œuvre. Leurs œuvres n'étaient pas de simples décorations. Elles affirmaient que le corps, l'esprit et l'âme humain avaient leur propre part de divin. Mais la Renaissance ne fut pas seulement une affaire d'art, ce fut aussi une affaire de savoir. Les bibliothèques s'agrandirent, remplies de traductions de la philosophie grecque et d'ouvrages nouveaux en latin et en italien. Les universités gagnèrent en importance, et la curiosité scientifique fut encouragée, même si elle se heurtait parfois aux autorités de l'Église. Des médecins étudièrent l'anatomie, des astronomes cartographièrent le ciel, et des mathématiciens jouèrent avec des idées qui façonneraient un jour la science moderne. Florence devint un endroit où poser des questions n'était pas un danger, mais un devoir. N'oublions pas la politique. La famille Médicis, passée de banquier à dirigeant, utilisa sa richesse pour s'assurer le pouvoir tout en s'entourant de poètes, d'érudits et d'artistes. Laurent de Médicis, dit le Magnifique, fut plus qu'un chef politique, un mécène dont le soutien permit au génie de s'épanouir. Sa cour était un lieu où les idées coulaient aussi librement que le vin, et où un jeune Michel-Ange trouva ses premiers encouragements. Pourtant, cette aurore dorée n'était pas sans ombre. Florence restait une cité de tension, riche contre pauvre, guelfe contre gibelin, république contre pouvoir princier. Même au milieu de la splendeur, la tourmente couvait. Des prédicateurs comme Savonarole dénonceraient plus tard la vanité de l'art et de la richesse, alimentant des bûchers de peinture et de livres. La Renaissance était éblouissante, mais jamais simple. Son héritage toutefois est indéniable. Les Florentins de cette époque croyaient vivre le début d'un âge nouveau, et ils avaient raison. Leur alliance d'art, de richesse et d'humanisme transforma non seulement leur ville, mais toute l'Europe. Ce qui commença par des marchands et des banquiers finançant des chapelles et des sculptures devint un mouvement qui changea la façon dont on se voyait soi-même, son monde et son avenir. Quand on parle de Renaissance, on pense d'abord à Florence, car c'est ici que l'étincelle prit. Une étincelle née de la prospérité, attisée par la curiosité humaine et portée par un art qui nous parle encore des siècles plus tard. En marchant aujourd'hui dans Florence, on peut encore le sentir, ce moment où, ici, il était une fois, le monde est né de nouveau. Condottieri, des capitaines mercenaires qui façonnent les guerres italiennes. Imaginez-vous sur un champ de bataille dans l'Italie du XIVe siècle. La poussière s'élève, les bannières claquent et le choc des armures résonne sur la plaine. Mais voici le paradoxe, beaucoup d'hommes qui se battent ne se soucient pas vraiment de la cause. Ils ne sont loyaux ni au pape, ni à l'empereur, ni à une cité. Ils sont loyaux au contrat et à l'homme qui les mène. Ce sont les condottieri, des capitaines mercenaires qui vendaient la guerre comme une affaire, modelant le destin de l'Italie contrat après contrat. Le mot condottieri vient de condotta, c'est-à-dire contrat. Leur pouvoir reposait exactement là-dessus.
Les cités-États comme Florence, Milan ou Venise ne comptaient pas sur des armées de citoyens. Elles engageaient des professionnels payés pour se battre. Ces capitaines arrivaient souvent avec leur propre bande de vétérans aguerris, des hommes qui savaient se battre et, tout aussi important, survivre. Pour des communes riches ou des seigneurs ambitieux, il était plus simple, et souvent plus sûr de payer des soldats que de demander aux citoyens de risquer leur vie. Mais les mercenaires obéissent à leur propre logique. La loyauté d'un condottiere durait tant que l'or coulait. Si une cité rivale offrait un meilleur salaire, certains n'hésitaient pas à changer de camp. Les batailles pouvaient devenir d'étranges danses, où les deux armées pensaient plus à ménager leurs forces qu'à verser le sang. Des chroniqueurs plaisantaient parfois en disant que les guerres italiennes ressemblaient plus à des tournois qu'à des boucheries. Même si, quand cela tournait au sérieux, la brutalité était effrayante. Parmi les premières figures célèbres, il y eut Sir John Hawkwood, un soldat anglais venu en Italie après la guerre de 100 ans. Connu en italien sous le nom de Giovanni Acuto, Hawkwood devint une légende au service de Florence. Sa tactique était fine, ses hommes disciplinés, et sa réputation si redoutée que parfois une ville se rendait au simple bruit de son approche. Pour Florence, engager Hawkwood revenait à posséder un orage humain, dangereux mais efficace. Puis vint Francesco Sforza, peut-être le plus brillant de tous. Il commença comme capitaine mercenaire, changeant d'employeur, bâtissant sa réputation et épousant une membre de la puissante famille Visconti de Milan. Par la ruse et l'habileté militaire, il passa du statut d'épée loué à celui de duc de Milan. Son ascension montre à quel point la frontière était floue entre mercenaires et souverains. Ce qui débutait par un contrat pouvait finir en dynastie. La présence des condottieri remodela aussi la politique italienne. Les cités-États n'avaient plus besoin de milices citoyennes, mais leur liberté se trouva liée aux ambitions d'épée à gage. Certains condottieri se retournèrent même contre leurs employeurs, se taillant de petites seigneuries. La peur de la trahison était constante. Un dirigeant pouvait se réveiller un matin et découvrir que les hommes censés garder ses portes avaient décidé de les vendre à l'ennemi. Et pourtant, sans les condottieri, une grande part de l'histoire italienne tardo-médiévale resterait incompréhensible. Leurs guerres fixèrent l'équilibre des forces entre Florence, Venise, Milan et les États pontificaux. Ils préparèrent le terrain à la paix fragile qui permit ensuite l'essor de la Renaissance. Même dans l'art, leur ombre demeura. Hawkwood fut peint sur les murs de la cathédrale de Florence, honoré comme un héros, bien qu'étranger et combattant pour salaire. Il est fascinant de voir comment cette culture de mercenaires relie les chapitres passés et futurs de l'histoire italienne. Les luttes sans fin entre Guelfes et Gibelins avaient montré combien la guerre civique pouvait être destructrice. Les condottieri offrirent une solution, professionnaliser la violence, l'externaliser. Mais ce remède avait son poison, rendant les cités dépendantes d'hommes qui privilégiaient le contrat à la loyauté. Et quand des dynasties comme les Sforza ou les Médicis s'élevèrent, elles apprirent vite à maîtriser, encadrer ou surpayer ses capitaines pour sécuriser leur pouvoir. À l'apogée du XVe siècle, les condottieri étaient à la fois admirés et honnis, symboles de courage et de ruse, mais aussi d'avidité et de traîtrise. Certains écrivains italiens les moquaient comme des hommes préférant la manœuvre astucieuse au vrai combat, traitant la guerre comme un échiquier. Leur influence cependant était incontestable. Au final, les condottieri transformèrent la guerre en commerce, et ce commerce dessina la carte de l'Italie médiévale autant que n'importe quel empereur ou pape. Il rappelle que le pouvoir, à cette époque, ne tenait pas qu'aux couronnes ou aux églises. Il pouvait se décider par une plume signant un contrat, et par le capitaine mercenaire qui promettait, contre paiement, de livrer vos combats. Des cités-États fragmentées aux ambitions d'unification. Pendant des siècles, l'Italie ressemblait à une mosaïque étincelante, chaque tesselle belle, distincte et farouchement indépendante, mais sans jamais former une image unique. Florence, Milan, Venise, Naples, les États pontificaux. Chaque cité ou région avait sa fierté, ses armées et ses ambitions. Être italien au Moyen-Âge signifiait peu face au fait d'être florentin, vénitien ou napolitain. Et pourtant, sous la surface, un courant lent de désir d'unité commença à poindre. Il faudrait des siècles de rivalité, de sang versé et de domination étrangère avant que le rêve d'unification ne paraisse seulement possible. Les racines de cette fragmentation remontent à l'effondrement de Rome. Souvenez-vous des Lombards, des Francs, puis des Papes, qui découpèrent la péninsule en zones distinctes. La scène était posée pour une Italie divisée. Avec le temps, des villes comme Venise et Florence s'enrichirent grâce au commerce et à la banque, Milan exhiba sa force militaire sous des dynasties comme les Visconti et les Sforza, et le sud passa sous influence normande puis espagnole. Chacune avait ses alliés et ses ennemis, se tournant souvent vers l'extérieur. La France, le Saint-Empire, l'Espagne pour se protéger des rivales italiennes. L'unité n'était pas la priorité, la survie l'était. Pourtant, la Renaissance donna aux Italiens un sentiment de brillance partagée. L'art de Florence, l'érudition de Padoue, la puissance maritime de Venise, toutes ces réussites firent naître une conscience subtile que cette petite péninsule produisait des merveilles uniques. Mais cette unité culturelle ne se changea jamais en réalité politique. En fait, la richesse et l'éclat des cités italiennes en firent des cibles pour les puissances étrangères. À la fin du XVe et au début du XVIe siècle, les guerres d'Italie transformèrent la péninsule en champ de bataille où France et Espagne luttaient pour la domination, les dirigeants locaux jouant souvent les pions.
cette domination étrangère planta une graine nouvelle, le ressentiment. Des Italiens ordinaires commencèrent à demander pourquoi leur fière cité se faisait dicter leur conduite par des rois et des empereurs lointains. Les États pontificaux gardaient leur centre, jouant souvent à la fois le rôle d'unificateur et de diviseur. Venise s'accrochait farouchement à son indépendance. Florence, après l'ascension et la chute des Médicis, oscillait entre fierté républicaine et oligarchie. Mais, à travers tout cela, une question devenait plus insistante. Et si l'Italie pouvait enfin être une? L'idée d'unification n'était pas pleinement formée dans l'esprit médiéval, mais les pièces étaient là. Pensez à Dante Alighieri, écrivant au début du XIVe siècle, qui déplorait les divisions de l'Italie dans sa Divine Comédie. Il voyait la péninsule comme un navire sans timonier, ballotté par les ingérences étrangères et les querelles internes. Plus tard, penseurs, poètes et même chefs mercenaires reprirent cette frustration. Chaque cité avait ses gloires, mais aucune ne pouvait empêcher la péninsule de devenir l'échiquier de l'Europe. Il faut se rappeler que l'unité n'allait pas de soi. Pour un marchand vénitien, pourquoi sacrifier l'indépendance et la richesse au profit de banquiers florentins? Pour le pape, pourquoi renoncer au pouvoir temporel au profit d'un royaume national? Pour un duc milanais, pourquoi abandonner l'ambition de régner seul sur l'Italie? Ces rivalités rendaient l'unification lointaine. Et pourtant, l'intensité même des divisions gardait l'idée vivante. Si la bagarre cessait un jour, peut-être l'Italie pourrait-elle se dresser comme une seule. L'histoire de l'unification appartient à une époque plus tardive, avec des figures comme Garibaldi et Cavour au XIXe siècle. Mais les ambitions d'unité naquirent bien plus tôt, au fil des siècles médiévaux de rivalité et de résistance. Chaque guerre entre Guelfes et Gibelins, chaque invasion française ou espagnole, chaque décret pontifical défendant l'indépendance, tout cela alimenta le désir, longtemps contenu, de briser enfin le cycle. Quand le Moyen-Âge laissa place au monde moderne, les divisions de l'Italie étaient à la fois sa force et sa malédiction. Force parce que ces cités avaient produit une explosion culturelle sans égale. Malédiction parce que ces divisions la rendaient vulnérable aux convoitises d'autrui, qui voyaient l'Italie non comme une nation, mais comme un butin. Le rêve d'unification resta comme une ombre, jamais tout à fait visible, toujours présente. Il naquit de la frustration des poètes, fut nourri par l'amertume de l'occupation étrangère et porté par la fierté d'une culture commune. Des cités-États fragmentées jaillirent les premières étincelles d'une ambition qui, des siècles plus tard, s'embraserait en mouvement. Et quand cela arriva, le monde verrait non plus seulement Florence, ou Venise, ou Naples, mais l'Italie elle-même, enfin unie, après tant de siècles d'éclatement. Les Ostrogoths et le crépuscule de l'héritage romain. Imaginez Rome, la ville éternelle, autrefois remplie de sénateurs, d'empereurs et de légions qui faisaient trembler le monde, désormais silencieuse. Les termes en marbre se fissuraient, les aqueducs étaient à sec, les herbes envahissaient le forum. L'Empire romain d'Occident s'était effondré en l'an 476 et beaucoup craignaient la fin de la civilisation. Mais alors arrivèrent les Ostrogoths, autrefois considérés comme des étrangers, même des barbares, qui entrèrent dans les ruines en essayant, à leur manière, d'en garder l'esprit vivant. Les Ostrogoths connaissaient déjà Rome, ils avaient côtoyé ses frontières pendant des siècles. Quand leur chef Théodoric le Grand marcha sur l'Italie à la fin du 5e siècle, ce n'était pas en destructeur mais en homme qui voyait l'occasion de bâtir sur les ruines de l'ancien monde. Imaginez un Romain à Ravenne, d'abord effrayé, puis surpris de voir que la suite était plus complexe qu'une simple conquête. Théodoric ne rêvait pas d'effacer Rome, il conserva le Sénat, protégea les lois romaines et se présenta comme le gardien des traditions. Ces Goths vivaient selon leurs coutumes, les Romains selon les leurs. Deux peuples partageaient un même royaume, côte à côte, sans jamais vraiment se fondre. Certains murmuraient que ce n'était qu'une ombre d'empire, mais au moins cela gardait la mémoire vivante. C'était le crépuscule de Rome, ni l'éclat aveuglant de César, ni une obscurité totale. Depuis Ravenne, Théodoric reconstruisit les aqueducs, restaura les théâtres et investit dans l'architecture. Pendant une génération, la continuité sembla possible, mais les tensions restaient là. Les Romains suivaient le credo nicéen, les Goths étaient ariens, considérés comme hérétiques. Les simples citoyens n'y prêtaient peut-être pas toujours attention, mais le fossé demeurait. Pendant ce temps, à Constantinople, les Byzantins observaient avec envie. Pour eux, l'Italie restait un territoire impérial. Plus tard, Justinien lancerait ses guerres pour la reprendre. Mais ça, c'est une autre histoire. Théodoric régna plus de 30 ans, offrant à l'Italie une stabilité qu'elle n'avait plus connue depuis la chute de Rome. Mais à sa mort en 526, son royaume chancela. Rivalité interne, méfiance romaine et pression byzantine plongèrent tout dans l'ombre. Les Ostrogoths laissèrent pourtant un héritage mêlé de douceur et d'amertume. Protecteurs et étrangers, héritiers et usurpateurs, ils furent les derniers à préserver Rome en Occident avant le retour de Byzance. Pas la fin de Rome, mais son dernier écho, s'éteignant peu à peu. Imaginez Ravenne à cette époque, des soldats goths en manteau, des sénateurs en toge, des églises animées de débats, des artisans composant des mosaïques qui survivraient au royaume. Deux mondes se chevauchaient, la grandeur romaine derrière, le Moyen-Âge devant. L'incertitude régnait. Les Lombards attendaient leur heure, la papauté gagnait en pouvoir. Byzance préparait ses armées.
Le crépuscule ostrogoth céda vite la place à la tempête. Mais pendant ce court chapitre, ils portèrent la torche de Rome, vacillante mais pas encore éteinte. L'histoire ne connaît que rarement des ruptures nettes. Rome n'a pas disparu en une nuit. Elle a survécu, transformée par de nouveaux peuples et de nouveaux dirigeants. Les Ostrogoths, bien qu'ils ne fussent pas romains de sang, ont maintenu son idée assez longtemps pour que commence le prochain acte de l'Italie. Les ambitions byzantines et les guerres d'Italie de Justinien. Imaginez ceci. L'Empire romain d'Occident a disparu, ses légions dispersées, et l'Italie est morcelée entre de nouveaux maîtres qui vivent dans l'ombre de Rome. Maintenant, imaginez un empereur à Constantinople qui regarde vers l'ouest, convaincu qu'il peut recoudre l'Empire. Cet homme, c'était Justinien, et son rêve allait déclencher l'une des guerres les plus brutales de l'Italie médiévale. Justinien ne voulait pas passer à la postérité comme simple gardien. Il voulait être un nouveau Auguste. Vous le connaissez peut-être pour la Sainte Sophie à Constantinople, ce dôme immense qui impressionne encore aujourd'hui. Mais son plus grand pari n'était pas de pierre, il était de sang. Au VIe siècle, il lança des guerres pour reprendre les provinces perdues de l'Ouest, avec l'Italie, cœur de l'ancien empire, comme prix ultime. À cette époque, l'Italie était dominée par les Ostrogoths, héritiers de Théodoric. Mais leur royaume se fissurait. Avec son général Bélisaire, Justinien frappa. Bélisaire semblait sorti d'une légende, un homme menant ses armées à travers mer et ruines. Il avait déjà écrasé les Vandales en Afrique du Nord. En 535, il débarqua en Sicile, qui tomba vite. De là, il lança son offensive sur l'Italie. Au début, tout sembla facile. Rome ouvrit ses portes, mais la guerre s'éternisa. Les Goths se ressaisirent, transformant le conflit en une suite de sièges, de famines et de villes sans cesse reprises. Rome fut assiégée plusieurs fois, ses habitants affamés, ses murailles ébranlées, mais elle tint bon. Puis surgit Totila, roi goth qui rallia son peuple et reprit même Rome. Charismatique et habile, il tenta de gagner les cœurs autant que les batailles. Mais la guerre n'a pas de pitié. Lui et Bélisaire s'affrontèrent dans une lutte mortelle, l'Italie entière comme théâtre. Le coût humain fut effroyable. Champs brûlés, récoltes perdues, villes vidées. Imaginez un paysan d'Italie centrale. Une année, il payait ses impôts aux Byzantins, l'année suivante aux Goths. Les armées pillaient la terre, la peste frappait, et les chroniqueurs affirment que la population italienne ne s'en remit jamais totalement. Après presque 20 ans, les Byzantins triomphèrent. Un autre général, Narsès, acheva l'œuvre de Bélisaire, battant Totila et écrasant la dernière résistance gothique à la bataille de Taginae en 552. Sur le papier, le rêve de Justinien s'était réalisé. L'Empire romain s'étendait de nouveau de l'Espagne au Proche-Orient, avec l'Italie en son centre. Mais c'était une victoire creuse. L'Italie n'était plus qu'un champ de ruines, appauvri, ses villes blessées. Les Byzantins ne possédaient qu'un fantôme de ce qui avait été. Et bientôt, les Lombards allaient surgir, profitant du chaos. Alors, quand vous pensez aux guerres de Justinien, n'imaginez pas seulement des mosaïques triomphales. Pensez aussi aux habitants épuisés, aux champs dévastés, à Rome disputée comme un os entre chiens. C'est l'histoire d'une ambition qui s'écrase contre la réalité, un rêve d'empire qui a brillé fort, mais a laissé des cendres fumantes à travers l'Italie. Et dans ces cendres, le chapitre suivant de l'histoire fragmentée de l'Italie allait commencer. Les invasions lombardes et une péninsule fragmentée. Imaginez ceci. Nous sommes en l'an 568, et une marée de cavaliers dévale les Alpes juliennes vers le nord de l'Italie. Leur nom, les Lombards. Ils n'étaient pas romains, pas byzantins, et n'étaient même pas tout à fait nouveaux dans la péninsule. Certains avaient déjà servi comme mercenaires, mais cette fois, ils ne venaient pas servir. Ils venaient s'installer. Imaginez un paysan près de Milan ou Vérone, voyant soudain surgir des étrangers armés, parlant une langue inconnue, s'emparant des terres et dressant leur campement. Pour les Italiens, cela devait sembler comme si le monde s'écroulait à nouveau. L'Empire romain d'Occident s'était effondré plus d'un siècle auparavant, et l'Italie avait déjà vu passer les Ostrogoths, suivis des armées byzantines de Justinien, tentant désespérément de ranimer l'héritage de Rome. Vous vous souvenez de ces guerres? Elles avaient laissé la terre marquée, les villes ruinées et d'innombrables vies perdues. Dans ce paysage épuisé et fracturé arrivèrent les Lombards, prêts à forger leur propre destin. À première vue, les Lombards ne ressemblaient pas à des bâtisseurs d'empire. Peuple germanique, tribal, souvent décrit par les chroniqueurs comme rude et barbare. Pourtant, ils avaient ce qui manquait cruellement à l'Italie, une unité d'action. Les Byzantins gardaient encore Ravenne, Naples et quelques bastions dans le sud, mais leur emprise restait fragile. Le pape commençait à peine à endosser un rôle politique. Et les Italiens ordinaires, ils étaient pris dans des luttes de pouvoir qui les dépassaient. Les Lombards prirent vite le contrôle du nord, fondant ce qu'on appela le royaume des Lombards, avec Pavie pour capitale. Leur conquête ressemblait à un puzzle éclaté. Le nord de l'Italie d'un côté, la Toscane et Spolète de l'autre, Bénévent au sud. Mais jamais ils ne parvinrent à tout unir. C'est ce qui rendait l'Italie si particulière au Moyen-Âge. Toujours divisée, jamais sous une seule bannière. Et les Lombards étaient à la fois la cause et le symbole de cela. La vie quotidienne sous leur domination devait être un mélange de continuité et de nouveauté. Le droit romain persistait, mais les codes lombards s'imposaient peu à peu.
les églises sonnaient toujours leurs cloches, mais les évêques devaient négocier avec les ducs lombards. Des familles autrefois citoyennes de Rome devenaient les sujets de rois étrangers. Mais au fil des générations, les identités se brouillèrent. Italiens et Lombards se marièrent, partagèrent des coutumes, et même les langues se mêlèrent. Peu à peu, ce qui avait commencé comme une invasion devint la trame de la vie quotidienne. Bien sûr, tout le monde n'accepta pas leur domination. Les Byzantins gardèrent Ravenne pendant près de 2 siècles, et leur présence resta une épine dans le flanc des Lombards. Le pape aussi s'inquiétait de voir des souverains étrangers s'approcher toujours plus de Rome. Cette tension posa les bases d'un futur développement majeur, la naissance des États pontificaux. Mais nous y reviendrons plus tard. Les Lombards eux-mêmes étaient divisés, leur pouvoir n'était pas toujours centralisé. Les ducs agissaient souvent comme de petits rois, ignorant l'autorité de Pavie. À ironie du sort, cette indépendance féroce, qui leur avait permis de conquérir, les empêchait aussi d'unifier. L'Italie devint un patchwork de loyauté, de rivalité et de pouvoirs concurrents. Cette fragmentation allait marquer son destin pendant des siècles. Et pourtant, les Lombards laissèrent plus qu'un pays morcelé. Ils introduisirent de nouvelles traditions juridiques, qui influencèrent le droit médiéval en Europe. Leur présence transforma l'aristocratie, mêlant culture guerrière germanique et héritage romain. Leur nom même survit encore, en Lombardie, la riche région autour de Milan qui porte toujours leurs traces. Quand Charlemagne arriva des siècles plus tard pour les renverser, leur empreinte en Italie était indélébile. Ils n'avaient pas unifié la péninsule, mais ils avaient garanti qu'elle ne tomberait plus jamais sous la coupe d'un seul empire. Leur invasion fut à la fois le début de la longue histoire de division de l'Italie médiévale et l'étincelle qui allait nourrir les luttes entre empereurs, papes et cités et États. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler de l'essor de Florence, de la gloire navale de Venise ou des combats acharnés entre Guelfes et Gibelins, rappelez-vous ceci, tout remonte, d'une certaine façon, au moment où les Lombards franchirent les Alpes et transformèrent l'Italie en une terre fragmentée et agitée. Car parfois, l'héritage le plus durable d'une invasion n'est pas l'unité, c'est la division. La querelle des investitures, pape contre empereur en Italie. Imaginez 2 hommes face à face, chacun convaincu de détenir la clé suprême du pouvoir. L'un porte la robe blanche du pape, l'autre la couronne de l'empereur. Tous deux revendiquent l'autorité non seulement sur l'Italie, mais sur l'âme même de l'Europe. Voilà le cœur de la querelle des investitures, une bataille non seulement de glaives, mais de symboles, de rites et du droit de décider qui gouvernait vraiment. L'Église de Dieu ou les rois terrestres. Les racines de ce conflit tenaient à quelque chose qui paraît simple au premier abord, l'investiture des évêques. En clair, c'était l'acte de nommer un chef de l'Église et de lui conférer son autorité. Pendant des siècles, empereurs et rois revendiquèrent ce droit. Après tout, les évêques n'étaient pas seulement des guides spirituels, ils étaient aussi des propriétaires fonciers, des politiciens et des faiseurs de pouvoir. Contrôler qui devenait évêque, c'était contrôler des villes, des richesses et de l'influence. Mais à partir de l'XIe siècle, la papauté commença à riposter. Des réformateurs à Rome soutinrent que seule l'Église, et non les laïcs, pouvaient accorder une autorité sacrée. Au centre se dressait le pape Grégoire le VIIe, réformateur ardent, à la volonté de fer. En face de lui se profilait l'empereur Henri IV du Saint-Empire romain, fier, ambitieux et absolument rétif à se plier aux exigences de Rome. Quand Grégoire décréta qu'aucun laïc ne pouvait investir les évêques, Henri le défia ouvertement. Les lettres volèrent, lourdes d'accusations. Puis tomba le tonnerre, le pape excommunia l'empereur, le coupant des sacrements et le déclarant indigne de régner. Pour un souverain médiéval, l'excommunication n'était pas une simple tape religieuse sur les doigts, c'était une mort politique. Les seigneurs et vassaux redevables à Henri se demandèrent soudain s'ils pouvaient encore suivre un homme retranché de l'Église. Son trône se mit à vaciller sous lui. Alors, durant l'hiver de l'an 1077, Henri tenta le tout pour le tout. Il franchit les Alpes enneigées jusqu'au château de Canossa, où séjournait Grégoire, et resta pieds nus dans le froid glacial, quémandant le pardon. Pendant 3 jours, il attendit dans la neige avant que le pape ne cède enfin et ne lève l'excommunication. C'est l'une des images les plus saisissantes du Moyen-Âge, un empereur s'humiliant devant un pape. Pourtant, l'histoire ne s'arrêta pas là. Henri contre-attaqua plus tard, marchant même sur Rome et forçant Grégoire à l'exil. Le bras de fer fit l'élastique, de nouveaux papes et de nouveaux empereurs reprenant la lutte. La question centrale ne disparut jamais. Qui avait le dernier mot pour choisir les évêques et par ricochet, qui commandait véritablement la chrétienté? L'Italie était au cœur de la tempête. Les villes se divisèrent, certaines prenant le parti du pape, d'autres celui de l'empereur. Ces tensions préparèrent le terrain aux querelles amères qui plus tard scinderaient les cités en factions guelfes et gibelines, des rivalités qui déchirèrent des familles et façonnèrent la politique pendant des siècles. Si l'on tend l'oreille, on peut presque entendre les échos de cette controverse dans le tumulte des communes italiennes qui s'affrontèrent ensuite. Mais la querelle des investitures n'était pas qu'une affaire politique. Elle transforma l'idée même d'autorité dans l'Europe médiévale. Pour la première fois, la papauté revendiqua un rôle non seulement spirituel mais capable d'humilier des rois. Cette idée rejaillit plus loin, influençant des événements comme les croisades, quand des papes surmobilisaient des armées au nom de la foi. De l'autre côté, empereurs et rois n'oublièrent jamais l'humiliation de Canossa et cherchèrent à reprendre leur autonomie face à Rome.
Finalement, en l'an 1122, le conflit trouva une forme de compromis avec le concordat de Worms. Il établit que l'Église conférait aux évêques leur autorité spirituelle, tandis que les empereurs pourraient encore octroyer certains pouvoirs temporels. Ce n'était pas parfait, mais cela mit fin à des décennies de guerre ouverte. Pourtant, le souvenir d'empereurs agenouillés dans la neige et de papes brandissant l'arme de l'excommunication resta gravé dans l'imaginaire européen. La querelle des investitures laissa l'Italie à jamais changer. Elle mit en lumière le rôle de la péninsule comme champ de bataille entre foi et empire, un lieu où sacré et profane s'entrechoquèrent encore et encore. Les conflits ultérieurs, conquête normande au sud, essor des cités-États, lutte entre Guelph et Gibelline, gardèrent tous la trace de ce premier affrontement. La lutte entre pape et empereur fut plus qu'un choc de personnalité. Ce fut un tournant, le signe que le monde médiéval ne se résumait plus à la force brute, mais à la revendication du droit de façonner l'ordre même de la société. Et en Italie, cette lutte creusa des cicatrices qui dureraient des siècles. Des aventuriers normands s'emparent de la Sicile et de l'Italie du Sud. Imaginez une bande de chevaliers remuants, des cadets sans héritage, descendants de Normandie à la recherche de fortune. Ils n'étaient ni empereurs ni rois en arrivant en Italie, seulement des aventuriers, mercenaires à louer. Et pourtant, en quelques générations, ces mêmes Normands s'empareraient de la Sicile et tailleraient un royaume qui changerait la face de la Méditerranée. Leur histoire commence à l'XIe siècle, quand le sud de l'Italie n'était qu'un fouillis d'intérêts. Les Byzantins tenaient encore des morceaux de l'Apulie et de la Calabre. Des princes lombards s'accrochaient à d'anciens duchés, et les souverains arabes régnaient sur la Sicile, avec ses villes étincelantes de Palerme et Messine. Ajoutez à cela la papauté, les empereurs du Saint-Empire et un flux constant de mercenaires, et vous obtenez l'un des échiquiers les plus chaotiques d'Europe. C'est dans ce chaos que les Normands s'engouffrèrent. Au début, ils vinrent comme pèlerins vers des sanctuaires comme le mont Sant'Angelo. Mais, guerriers étant guerriers, beaucoup restèrent pour se battre contre Salers. Leur réputation grandit vite. Des cavaliers durs et disciplinés, prêts à servir aussi bien un duc lombard qu'un général byzantin. Ils n'étaient fidèles qu'à eux-mêmes et ne tardèrent pas à se tailler leur propre bastion. Une famille domina les hautes villes. Les frères Guillaume bras de fer, Drogon et Homefroy préparèrent le terrain, mais ce fut Robert Guiscard qui fit vraiment trembler le nom normand. Son surnom, le rusé, lui allait comme un gant. Il monta les rivaux les uns contre les autres, bouscula des papes et déjoua même des empereurs byzantins. Au milieu de l'XIe siècle, Robert avait conquis de grandes parts de l'Italie du Sud, et son cadet Roger tourna ses yeux vers la Sicile. La Sicile n'était pas un pays ordinaire. Sous domination arabe depuis le IXe siècle, elle avait prospéré comme centre de commerce, de savoir et d'agriculture. L'île regorgeait de blé, de sucre et d'agrumes, et ses ports reliaient le monde islamique, Byzance et l'Europe chrétienne. Mais les divisions entre dirigeants musulmans donnèrent leur chance aux Normands. En 1061, Roger traversa le détroit avec une petite troupe, inaugurant une campagne qui durerait 30 ans. Les combats furent rudes, mais ce qui frappe, c'est la patience normande. Ils ne prirent pas la Sicile d'un seul coup. Ils grignotèrent forteresse après forteresse, s'alliant parfois avec une faction musulmane contre une autre, s'appuyant parfois sur Pise ou la papauté. Palerme, le joyau de l'île, tomba enfin en 1072 et en 1091, les Normands vainquirent le dernier bastion musulman. Il en sortit l'un des royaumes les plus remarquables de l'Europe médiévale. Au lieu de balayer ce qu'ils trouvèrent, les Normands bâtirent dessus. Ils conservèrent des administrateurs musulmans, accueillirent des chrétiens grécophones et travaillèrent avec le clergé latin. À leur cour, on entendait l'arabe, le grec, le latin et le français normand côte à côte. Imaginez marcher dans Palerme, une ville où des églises côtoyaient des mosquées devenues cathédrales, où les marchés écoulaient des marchandises venues du Caire et de Constantinople, où des savants traduisaient des textes d'une langue à l'autre. Ce mélange de cultures donna à la Sicile normande un éclat sans égal ailleurs. La chapelle palatine de Palerme éblouit encore aujourd'hui par ses mosaïques d'or et ses plafonds de bois sculptés à la manière islamique. Comme si les Normands avaient créé un monde où l'Orient et l'Occident se rencontraient sous une même couronne. Et cette couronne ne tarda pas à reposer sur la tête de Roger le II, couronné roi de Sicile en 1130, unifiant les conquêtes normandes en un État puissant. Mais souvenez-vous, le sud de l'Italie a toujours été un carrefour, et le succès attire les ennemis. Les Byzantins tentèrent de reprendre ce qu'ils avaient perdu. La papauté bénit ou maudit les Normands selon les besoins du moment. Les empereurs du Saint-Empire lorgnèrent avec envie sur les richesses de la Sicile. Plus tard, ces pressions entraîneraient le royaume dans des conflits plus vastes, comme ceux qui marquèrent l'époque des vêpres siciliennes. Pourtant, en leur temps, ces aventuriers normands passèrent de chevaliers errants à rois régnant sur l'un des royaumes les plus riches et cosmopolites d'Europe. Leur conquête de la Sicile ne fut pas qu'une affaire de terre et de pouvoir. Elle créa un carrefour de civilisation qui laissa une empreinte durable sur l'art, l'architecture et la culture. Alors, quand on pense aux Normands, on les imagine facilement en France du Nord ou en Angleterre après 1066. Mais leur épopée en Italie est tout aussi dramatique. Un récit de raids audacieux, de sièges patients et de rois improbables, qui transformèrent une péninsule et une île fragmentée en un royaume qui scintilla au cœur de la Méditerranée. Et en avançant, les échos de leur domination se répercuteront dans l'histoire italienne,
surtout quand éclatera plus tard la révolte des vêpres siciliennes. L'ascension de Florence par la banque, la laine et le commerce. Fermez les yeux et imaginez les rues de Florence au XIIIe siècle. L'air est chargé de l'odeur des cuves de teinture où l'on colore la laine en cramoisi et en bleu profond. Les marchands crient leurs prix dans les marchés bondés, les pièces teintent dans des bourses de cuir. Et dans les ateliers, les métiers à tisser claquent sans répit. Florence n'était pas encore le joyau artistique auquel on pense souvent, mais elle vibrait déjà d'énergie. Son essor n'a pas commencé avec le ciseau de Michel-Ange, ni les vers de Dante, mais avec la laine, la banque et l'ambition infatigable de ses habitants. La laine était le cœur battant de l'économie florentine à ses débuts. La ville s'est fait connaître pour sa capacité à prendre de la laine brute, souvent importée d'Angleterre ou d'Espagne, et à la transformer en étoffe fine recherchée par nobles et marchands dans toute l'Europe. Ce n'était pas simple. Les éleveurs fournissaient la toison, les teinturiers donnaient des couleurs éclatantes, les foulons nettoyaient et épaississaient le tissu, et les marchands portaient le produit fini à travers le continent. Des milliers de Florentins dépendaient de ce commerce, et les corporations de la ville, puissantes associations d'artisans et de marchands, imposaient des normes strictes pour protéger la qualité. Lorsqu'une pièce d'étoffe florentine arrivait à Paris ou à Bruges, les acheteurs savaient qu'elle valait son prix. Mais la laine seule n'a pas enrichi Florence, l'argent l'a fait. À mesure que le commerce s'étendait, le besoin de services bancaires grandissait. Des familles florentines comme les Bardi et les Peruzzi se mirent à prêter non seulement aux marchands locaux, mais aussi à des rois et à des papes. Imaginez l'ironie, des empereurs qui commandaient des armées devaient parfois emprunter aux banquiers florentins pour financer leurs guerres. Avec ce système, Florence devint un centre nerveux financier de l'Europe. Les lettres de change, une forme précoce de chèque, permettaient aux marchands de déplacer de l'argent sans traîner de lourds coffres de pièces sur des routes dangereuses. Cette innovation rendit Florence indispensable au commerce international. Bien sûr, la banque était risquée. Certaines fortunes montaient en flèche, d'autres s'effondraient spectaculairement. Les Peruzzi et les Bardi prêtèrent massivement à Édouard III d'Angleterre, qui fit défaut pendant la guerre de 100 ans. Leur chute ébranla Florence, mais la ville s'adapta. D'autres familles comblèrent le vide, notamment les Médicis, dont le nom dominerait plus tard non seulement la finance, mais aussi la politique, l'art et la culture. Mais à ce stade plus ancien, c'était le système lui-même la vedette. Florence avait compris comment transformer la confiance, le papier et les signatures en un pouvoir qui s'étendait à travers les continents. Le commerce apporta plus que la richesse, il amenait des personnes, des idées et des liens. L'Arnaud transportait les marchandises à l'entrée et à la sortie, tandis que les marchands florentins voyageaient jusqu'à Constantinople et au Caire. Ils revenaient non seulement avec des épices et des soieries, mais aussi avec des récits, des techniques nouvelles et une vision plus large du monde. Ce flux constant donnait à la ville une touche cosmopolite. Bien avant la Renaissance, Florence était déjà un carrefour où les cultures se mêlaient. La prospérité transforma la ville elle-même. Des tours s'élevèrent quand les familles riches bâtirent des maisons fortifiées pour afficher leur puissance et protéger leur fortune. Les églises s'agrandirent, financées par des corporations désireuses d'honorer leur saint patron avec panache. La corporation des marchands de laine, par exemple, finança la construction d'Orsan-Michel, une église qui était à la fois un centre spirituel et un symbole de fierté économique. Chaque pierre et chaque sculpture reflétait la richesse filée à partir du tissu et de la monnaie. Mais la réussite de Florence sema aussi la division. L'écart se creusa entre les riches familles de marchands et les travailleurs ordinaires. Des grèves et des révoltes éclatèrent, comme la fameuse révolte des Ciompi en 1378, lorsque les ouvriers de la laine exigèrent de meilleures conditions et une voix au gouvernement. Pendant un bref moment, les classes populaires gagnèrent du pouvoir, mais l'élite reprit vite le contrôle. Pourtant, ces luttes révélèrent à quel point économie et politique étaient étroitement liées à Florence. La richesse n'était jamais seulement une affaire d'argent, mais bien de savoir qui gouvernait la ville. L'ascension de Florence par la banque et le commerce l'inscrivit aussi dans les rivalités italiennes plus larges. Gênes et Venise dominaient peut-être les mers, mais Florence rivalisait férocement par la finance et le commerce terrestre. Et à l'intérieur même de l'Italie, la prospérité de la ville l'entraîna dans des conflits entre communes rivales, un thème qui ne ferait que s'intensifier avec les querelles des Guelfes et des Gibelins. Pourtant, à travers toutes ces épreuves, une chose était claire, Florence avait trouvé sa formule. La laine fournissait la base, la banque multipliait la richesse, et le commerce diffusait son influence à travers l'Europe. Cette combinaison ne rendit pas seulement la ville riche, elle posa les fondations de la Renaissance, lorsque les fortunes gagnées dans les banques et les ateliers seraient versées dans l'art, l'architecture et le savoir. Alors, la prochaine fois que vous penserez à Florence comme au berceau de la Renaissance, souvenez-vous du claquement des métiers, de l'odeur des teintures et des notes griffonnées des banquiers. La splendeur de l'âge d'or florentin s'est d'abord bâtie sur la laine et l'argent, filée par des marchands et des financiers qui ont transformé une petite cité toscane en une puissance qui a façonné le cours de l'Europe. Communes rivales, Guelfes contre Gibelins déchirent les villes. Imaginez-vous marchant dans les rues animées d'une ville italienne médiévale. Les marchands crient leurs prix, des cloches sonnent du haut des tours, et l'odeur du pain s'échappe de la boulangerie. Puis un son perce tout, acier contre acier, cris de colère, des hommes qui dévalent la rue bannière déployée. Soudain, la ville n'est plus seulement un marché, c'est un champ de bataille. La raison ? 2 mots, Guelfes et Gibelins.
En surface, la querelle reflétait un conflit de pouvoir plus vaste. Les Guelfes soutenaient le pape, convaincus que la liberté et la stabilité de l'Italie dépendaient de l'autorité spirituelle de Rome. Les Gibelins, eux, étaient loyaux envers l'empereur du Saint-Empire, persuadés que seule la force impériale pouvait tenir la péninsule. Mais, dans la pratique, ces étiquettes allaient bien au-delà d'alliances politiques. Elles devinrent des identités familiales, des rivalités urbaines et des raisons pour des voisins de se haïr. Florence en est l'exemple le plus célèbre. Au XIIIe siècle, la ville prospérait grâce aux banquiers, aux marchands et aux négociants en laine. Mais cette prospérité était marquée par des luttes internes constantes. Des quartiers entiers étaient divisés, une rue bastion des Guelfes, la suivante des Gibelins. On construisait des tours non seulement comme symbole de richesse, mais comme forteresse capable de résister aux attaques des familles rivales. Un mariage, une affaire, même une insulte lancée à la légère pouvait déclencher des heurts qui laissaient des morts dans la rue. Et Florence n'était pas la seule. Des villes de l'Italie du Nord et du Centre, Bologne, Sienne, Pise et bien d'autres, furent prises dans ce jeu mortel. À Sienne, les Gibelins remportèrent une victoire légendaire contre Florence à la bataille de Montaperti en l'an 1260, lorsque des exilés florentins ouvrirent les portes de la ville à l'armée impériale. Les chroniques disent que la rivière coula rouge du sang florentin ce jour-là, un souvenir qui entrait la cité pendant des générations. Pourtant, aucune victoire n'était définitive. Le pouvoir passait d'un camp à l'autre comme un pendule. Quand un côté triomphait, cela signifiait souvent l'exil des perdants. Des familles étaient chassées, leurs maisons rasées, leurs noms voués aux gémonies. Des générations entières grandissaient avec la vengeance gravée dans le cœur. Ce cycle de vendetta maintenait les villes dans une tension permanente. De ce chaos, la culture trouva malgré tout le moyen d'éclore. Dante Alighieri, le grand poète florentin, vécut au milieu de cette fracture amère. Il était guelfe, mais même chez les guelfes, il y eut des divisions entre blancs et noirs. Quand les noirs prirent le pouvoir, Dante fut exilé et ne revint jamais dans sa chère Florence. Son chef-d'œuvre, la Divine Comédie, porte la morsure de cet exil personnel et l'amertume d'une ville déchirée par la haine factionnelle. Avec du recul, on voit comment ces querelles s'inscrivaient dans les courants plus larges de l'Italie médiévale. La querelle des investitures, avec ses luttes entre pape et empereur, avait préparé le terrain pour ces conflits au niveau des cités. Ce qui avait été un affrontement entre trônes s'infiltra dans la vie quotidienne, jusqu'à ce qu'un boulanger ou un forgeron se déclare guelfe ou gibelin. L'ironie, c'est que chaque camp se disait défenseur de l'ordre, mais répandait en réalité le chaos. Tandis que Venise bâtissait son empire maritime et que Florence s'enrichissait grâce à la banque, ces factions maintenaient les communes fragiles et divisées. Comme si l'Italie ne pouvait jamais se tenir debout d'un seul bloc, trop occupée à se battre contre elle-même. Cette faiblesse ferait plus tard de la péninsule une proie tentante pour des puissances étrangères, rois français, empereurs allemands, toujours prêts à intervenir lorsque les villes se tournaient les unes contre les autres. Et pourtant, cette époque avait une passion indéniable. Les gens aimaient leur ville et leur camp avec une telle ferveur qu'ils étaient prêts à tout risquer pour eux. Les tours, les armoiries, les bannières peintes, tout était symbole de loyauté dans un monde où la politique et l'honneur familial ne faisaient qu'un. Avec le temps, des dynasties plus fortes, comme les Visconti à Milan et les Médicis à Florence, commencèrent à dompter ces divisions, orientant les loyautés des villes vers leur propre pouvoir. Mais les cicatrices des guerres entre Guelfes et Gibelins restèrent profondes. Elles laissèrent des maisons en ruine, des alliances brisées et certaines des histoires les plus mémorables de l'Italie médiévale. Alors, la prochaine fois que vous imaginerez une belle place italienne baignée de soleil et d'art, souvenez-vous que peu de temps auparavant, ces mêmes pierres étaient tachées du sang de voisins devenus ennemis, au nom des Guelfes ou des Gibelins. Les vêpres siciliennes et la révolte contre la domination étrangère. C'était le lundi de Pâques de l'an 1282, à Palerme, quand une étincelle alluma un brasier qui allait ravager la Sicile. Tandis que les cloches d'église sonnaient le soir, la foule se rassemblait, encore à l'humeur de fête. Ce qui suivit fut soudain, brutal, inoubliable. Une confrontation entre citadins siciliens et soldats de la couronne française au pouvoir tourna au massacre. En quelques heures, les garnisons étrangères furent abattues dans les rues, et en quelques jours, toute l'île se souleva. L'histoire a retenu ce moment sous le nom de vêpres siciliennes. Pour comprendre pourquoi cela s'est produit, faisons un petit retour. Après que les Normands eurent bâti leur remarquable royaume en Sicile, mêlant culture et langue, leur dynastie finit par vaciller. Au XIIe siècle, le contrôle passa aux empereurs Hohenstaufen d'Allemagne. Souvenez-vous de la rivalité constante entre pape et empereur, la Sicile devint l'un des enjeux de cette lutte. Quand la lignée des Hohenstaufen s'éteignit, la papauté remit la couronne à Charles d'Anjou, frère du roi de France. Charles était puissant, ambitieux, impitoyable. Il rêvait non seulement de régner sur la Sicile, mais d'étendre son empire à travers la Méditerranée. Pour les Siciliens, cependant, son règne était étouffant. Des impôts lourds saignaient l'île, des fonctionnaires français occupaient tous les postes, et la culture fière et diverse, nourrie par les Normands, puis d'autres souverains, était piétinée par la domination française. Le ressentiment couvait, comme la chaleur sous les pierres des rues de Palerme.
Ce soir de Pâques, il explosa. Les récits racontent qu'un soldat français harcela une femme du peuple, déclenchant l'indignation des témoins. La violence se répandit comme un feu de broussailles. Les cloches sonnèrent, les couteaux brillèrent, et soudain les garnisons françaises se retrouvèrent traquées dans les ruelles et les cours. En une semaine, presque tous les soldats, officiers et colons français de l'île furent tués ou chassés. Mais toute révolte pose la question, qui prend le pouvoir ensuite? Les Siciliens savaient qu'ils ne pouvaient pas tenir seuls face à Charles, qui commandait encore des forces sur le continent. Ils se tournèrent donc vers Pierre le III d'Aragon, qui avait un droit par son épouse, princesse Hohenstaufen. La flotte aragonaise entra dans le port de Palerme, et les Siciliens acclamèrent Pierre comme leur roi. Ce qui avait commencé comme un soulèvement local devint soudain une guerre internationale. Ce n'était pas seulement la Sicile contre la France. Le conflit impliqua la papauté, la couronne d'Aragon, et même les cités rivales d'Italie. Rappelez-vous comme Venise, Gênes et Pise se disputaient sans cesse la suprématie navale. Gênes prit le parti d'Aragon, tandis que Venise pencha vers la France, transformant la Méditerranée en vaste champ de bataille. Pour Charles d'Anjou, la perte de la Sicile fut une humiliation. Il gouvernait encore Naples et le sud de l'Italie, et sa dynastie y durerait des siècles. Mais l'île, elle, était perdue. Le royaume de Sicile se scinda en deux, l'île, sous domination aragonaise, et les territoires continentaux sous les Angevins. Deux royaumes portant le même nom, mais farouchement opposés, une division qui marquerait l'Italie méridionale pendant des générations. Le coût humain des vêpres fut colossal. Des familles déchirées, des communautés bouleversées, des réseaux commerciaux rompus. Pourtant, dans le même temps, les Siciliens ressentirent une fierté nouvelle. Ils s'étaient débarrassés d'un maître nid et avaient choisi leur destin, même si cela revenait à échanger un souverain étranger contre un autre. La différence, c'est que les Aragonais étaient vus non comme des conquérants imposés de l'extérieur, mais comme des alliés invités. L'écho des vêpres résonna bien au-delà de l'île. L'événement montra combien la domination étrangère est fragile quand le ressentiment local atteint son point de rupture. Il révéla aussi comment un seul incident, une insulte, une étincelle au mauvais endroit, au mauvais moment, pouvait renverser des royaumes et redessiner la carte de la Méditerranée. Et l'héritage? Aujourd'hui encore, les vêpres siciliennes sont plus qu'une révolte. Elles sont devenues un symbole de résistance, une histoire que les Siciliens se racontaient pour dire qu'ils s'étaient levés contre l'oppression. Des siècles plus tard, quand de nouvelles puissances passaient et repassaient, ce souvenir demeurait. La nuit où les cloches d'église appelèrent non pas à la prière, mais à la rébellion. Des aventuriers normands qui s'emparèrent d'abord de l'île jusqu'au soulèvement qui brisa la domination angevine, l'histoire de la Sicile fut façonnée par des étrangers et par la lutte constante des insulaires pour définir leur propre destin. Et les vêpres sanglantes et soudaines furent l'une des déclarations les plus fortes que la Sicile ait jamais faites. Elle ne se laisserait pas gouverner docilement de loin. L'essor de Milan et les dynasties Visconti et Sforza. Si Florence était le cœur de la banque et Venise régnait sur les mers, Milan était le point de fer de l'Italie du Nord. La ville ne naquit pas de marais salants ni de communes fragiles. La puissance de Milan venait de la terre, des vastes plaines de Lombardie qui nourrissaient son peuple et alimentaient ses armées. Imaginez une ville médiévale grouillante, entourée de champs fertiles, avec des marchés bondés de marchands, des artisans forgeant le métal et des fortifications toujours plus hautes. Ce n'était pas seulement une ville, c'était une forteresse. Et cette forteresse serait un jour gouvernée par deux familles dont les noms résonnent encore, les Visconti et les Sforza. L'ascension de Milan ne fut pas linéaire. Comme beaucoup de communes italiennes, elle fut déchirée par les féroces querelles entre guelfes et gibelins, ces affrontements sans fin sur la loyauté au pape ou à l'empereur du Saint-Empire. Vous vous souvenez de ces factions? À Milan, elles se battirent avec une violence particulière, brûlant des maisons, exilant des rivaux et scindant la ville en camps. De ce chaos, la famille Visconti émergea, bien décidée à transformer la tourmente en opportunité. Au début du XIVe siècle, Matteo Visconti manœuvra jusqu'à devenir seigneur de Milan. Ce qui distinguait les Visconti, c'était leur ambition. Ils ne voulaient pas seulement dominer Milan, ils voulaient bâtir une puissance régionale capable de rivaliser avec n'importe quel État italien. Leur règne fut dur, parfois tyrannique, mais efficace. Sous les Visconti, Milan s'étendit agressivement, avalant villes et territoires voisins jusqu'à ce que la majeure partie de la Lombardie plie sous leur contrôle. C'était une nouvelle forme de pouvoir en Italie, non plus une commune fragile, mais un État centralisé tenu par la force militaire et l'autorité dynastique. Les Visconti comprenaient aussi l'importance du spectacle. Ils investirent des richesses dans des chantiers qui marqueraient les siècles. Le plus célèbre fut le Duomo di Milano, cette vaste cathédrale étincelante dont les flèches dominent encore l'horizon. La construction commença sous leur règne, et bien qu'elle prenne des siècles, elle symbolisait l'ambition de Milan, se dresser non seulement comme une ville, mais comme un phare de force et de foi. Comme beaucoup de dynasties, cependant, la lignée Visconti finit par vaciller. Des rivalités internes et le manque d'héritiers ouvrirent la porte à de nouveaux acteurs. C'est alors que la famille Sforza entra en scène. Contrairement aux Visconti, les Sforza n'étaient pas de vieille noblesse. C'étaient des condottieri, des capitaines mercenaires qui firent fortune par la guerre. Vous vous souvenez de l'influence des condottieri sur les conflits italiens?
Francesco Sforza était l'un des plus brillants. Il épousa une Visconti, et lorsque le dernier duc Visconti mourut sans héritier mâle, Francesco saisit sa chance. En l'an 1450, il devint duc de Milan, fondant la dynastie Sforza. Les Sforza poursuivirent l'héritage d'expansion et d'ambition des Visconti, mais y ajoutèrent quelque chose de neuf, l'éclat de la culture renaissante. Sous Francesco, puis son fils Ludovic, Milan devint non seulement une puissance militaire, mais aussi un centre d'art et de savoir. La cour des Sforza attira des talents de toute l'Italie, aucun plus célèbre que Léonard de Vinci. Imaginez traverser la ville et voir Léonard esquisser des machines de guerre un jour, puis peindre la Seine le lendemain. C'est sous les Sforza que Milan devint un joyau de la Renaissance. Mais l'ambition comportait des risques. La richesse et la position de Milan en faisaient une proie tentante pour les puissances étrangères. Les Sforza durent jongler avec des alliances avec la France, le Saint-Empire et même des rivales italiennes comme Venise et Florence. Parfois ils réussirent, parfois non. Ludovic Sforza, dit le mort, invita fameusement les Français en Italie pour consolider sa position. Une décision qui ouvrit les vannes à des décennies d'invasion étrangère. Malgré la tourmente, l'héritage des Visconti et des Sforza est clair. Ils transformèrent Milan d'une commune querelleuse en l'une des puissances les plus redoutables d'Italie. Ils bâtirent des monuments, patronèrent des artistes, et firent de leur ville une scène où politique, guerre et culture se croisaient. Même après le déclin de leur dynastie, les institutions qu'ils fondèrent et les trésors culturels qu'ils laissèrent maintinrent Milan à l'avant-plan de l'histoire italienne. Ainsi, tandis que Florence éblouissait par l'art et que Venise régnait sur les mers, Milan rappelait que la force brute, brandie par une famille noble comme les Visconti ou par un mercenaire devenu duc comme Sforza, pouvait façonner le destin autant que le commerce ou la culture. Et dans la toile emmêlée des cités-États italiennes, l'histoire de Milan fut faite de fer, d'ambition et d'une volonté inflexible de dominer. La peste noire et son impact dévastateur sur les villes italiennes. Imaginez marcher dans les rues animées de Florence au milieu du XIVe siècle. Les étals regorgent d'épices, de soie et de laine. Les cloches des clochers résonnent au-dessus des toits. Les marchands se disputent bruyamment, les enfants se poursuivent dans les ruelles étroites, et l'odeur du pain tout juste cuit flotte depuis les boulangeries. La vie semble irrésistible, vibrante, pleine de promesses. Puis, presque du jour au lendemain, tout change. Les rires s'éteignent. Les cloches sonnent des funérailles au lieu des mariages. Les portes se barricadent. Des rues entières se taisent. C'est ainsi que la peste noire arriva en Italie. Nous sommes en l'an 1347. Des navires entrent dans les ports de Sicile, de Gênes et de Venise, transportant non seulement des marchandises mais un passager caché, la peste. Des rats et leurs puces, passagers clandestins dans les cales, propagent la maladie à une vitesse terrifiante. En quelques mois, des villes italiennes qui prospéraient grâce aux échanges et à la circulation deviennent l'épicentre de l'une des pandémies les plus meurtrières de l'histoire. Le mal frappe avec une brutalité effroyable. On se réveille avec de la fièvre, des bubons noirs gros comme des œufs sous les aisselles ou à l'aine. En quelques jours, parfois en quelques heures, la mort survient. Les médecins sont impuissants, les prêtres débordés, et la peur se propage plus vite encore que la peste. Par endroits, des familles abandonnent leurs malades, terrifiés d'être contaminés. Des chroniqueurs écrivent que des frères désertèrent leurs frères, des enfants s'enfuirent de leurs parents, et des maisons entières périrent sans personne pour les enterrer. Florence, l'un des joyaux de l'Italie, fut ravagée. Sur une population d'environ 100 000 habitants, plus de la moitié aurait péri. Imaginez la place de la ville où banquiers et marchands de laine criaient leurs affaires, désormais rythmées par le passage des charrettes funèbres. Venise, avec ses ruelles denses et son commerce incessant, subit le même sort. Pise, Gênes et d'innombrables petites cités aussi. Les réseaux de commerce et de voyage qui avaient enrichi l'Italie transportaient désormais la mort de port en port. L'impact dépassa de loin la perte immédiate de vie. Des secteurs entiers s'effondrèrent. Des champs restèrent en jachère faute de paysans pour les travailler. Des ateliers se vidèrent, maîtres et apprentis ayant disparu. Le prix du travail s'envola, tandis que la demande de biens s'effondra. L'ordre social lui-même commença à bouger. Les paysans survivants purent exiger de meilleurs salaires, ou même quitter les domaines de leurs seigneurs, brisant des traditions féodales séculaires. La peste réécrivait la société autant qu'elle la détruisait. La religion fut, elle aussi, ébranlée. Beaucoup se tournèrent désespérément vers l'Église, persuadés que la peste était le châtiment de Dieu. Des processions de flagellants se fouettaient à travers les rues, espérant apaiser la colère divine. D'autres, pourtant, devinrent sceptiques, voyant des prêtres fuir leur devoir ou mourir aussi vite que le commun des mortels. La foi fut mise à l'épreuve, et avec elle, l'autorité de l'Église se fissura, des lézardes qui s'élargiraient au siècle suivant. Culturellement, la peste noire laissa des cicatrices, mais sema aussi d'étranges graines. L'art se passionna pour la mort et la décomposition. Des fresques montrèrent des danses macabres, rappels sombres que nul, roi, chevalier ou paysan, n'échappait à la mortalité. La littérature changea de ton. Giovanni Boccaccio, témoin à Florence, écrivit le Décaméron, un recueil d'histoires racontées par de jeunes gens réfugiés à la campagne pour fuir la peste. Ces récits capturent à la fois l'horreur du moment et l'irrésistible besoin humain de rire, d'aimer et de vivre même sous l'ombre de la mort. Et pourtant, dans un retournement amer, la peste noire contribua aussi à préparer le changement. Avec tant de morts, les survivants héritèrent de biens, de terres,
d'opportunités. Les villes se reconstruisirent, mais autrement. Les pénuries de main-d'œuvre forcèrent l'innovation dans la banque, le commerce et la technique. Le choc de l'épidémie modifia la manière dont les Italiens pensaient la vie, encourageant des idées nouvelles qui finiraient par éclore en Renaissance. Vous vous souvenez de l'essor de Florence comme foyer d'art et d'humanisme? Cette énergie, en partie, venait d'une société contrainte de tout remettre en question après la dévastation. Rien de tout cela ne doit toutefois occulter la douleur de ces années. Imaginez-vous aux portes de Sienne, une ville qui rivalisait autrefois avec Florence, et voir le chantier de sa grande cathédrale s'arrêter pour toujours, tant les ouvriers avaient disparu. Imaginez le silence des canaux de Venise où les gondoles transportaient des corps plutôt que des amoureux. La peste noire ne fit pas que tuer, elle remania l'âme de l'Italie. Ce qui rend cette histoire si obsédante, c'est la soudaineté du choc et l'ampleur du bouleversement. Une année, les villes italiennes étaient des foyers bouillonnants d'échanges et de culture. L'année suivante, elles étaient vidées par le deuil. Et pourtant, de ces ruines surgirent de nouveaux commencements. La peste noire fut une tragédie sans mesure, mais elle devint aussi un tournant qui changea à jamais le cours de l'histoire italienne. La famille Médicis et son empire culturel. Fermez les yeux et imaginez Florence au XVe siècle. Des ruelles étroites où flottent les odeurs de pain chaud et de laine teinte, des marchands qui crient leurs prix au marché, et au-dessus de tout, les cloches du Duomo qui résonnent. Ce n'était pas une ville ordinaire. Florence bourdonnait d'énergie, de richesse et d'ambition. Et au cœur de tout cela se tenait une famille dont le nom résonne encore, les Médicis. Les Médicis ne naquirent pas rois ni empereurs. Ils étaient banquiers. Mais, dans une ville où l'argent était pouvoir, cela suffisait pour orienter l'histoire. Giovanni di Bicci de Médicis posa les bases au début du XVe siècle, bâtissant un empire bancaire qui s'étendit dans toute l'Europe. Imaginez l'argent affluent de Londres, Bruges et Rome, convergeant vers Florence. Les Médicis savaient utiliser cette richesse, non seulement pour s'enrichir davantage, mais pour se tisser dans chaque recoin de la vie florentine. Cosme de Médicis, fils de Giovanni, fit passer la famille de marchands fortunés à dirigeants officieux de Florence. On ne l'appela pas Pater Patriae, père de la patrie, pour rien. Cosme n'exhibait pas le pouvoir avec des couronnes ou des trônes, il tirait les ficelles discrètement, finançant des alliés, orientant des élections et utilisant sa fortune pour que Florence danse à son rythme. Mais il fit aussi quelque chose qui donnerait à la famille un héritage au-delà de la politique. Il investit massivement dans l'art et le savoir. Marchez aujourd'hui dans Florence, et vous marchez dans la vision des Médicis. Cosme finança la reconstruction de San Lorenzo, engagea le brillant Brunelleschi et soutint des érudits qui ressuscitaient Platon et Aristote. Souvenez-vous de l'aube de la Renaissance à Florence, avec son élan d'art, de richesse et d'humanisme, les Médicis furent le carburant qui entretint ce feu. Puis vint Laurent de Médicis, passé à l'histoire comme Laurent le Magnifique. Si Cosme avait bâti la Seine, Laurent la remplit d'étoiles. Il transforma Florence en empire culturel, où artistes, poètes et philosophes trouvaient à la fois mécénat et protection. Laurent soutint Botticelli, dont la naissance de Vénus captive encore l'imagination. Il accueillit le jeune Michel-Ange au sein de sa maison, nourrissant un génie qui sculpterait plus tard le David et peindrait la chapelle Sixtine. Sans Laurent, la Renaissance aurait sans doute eu un autre visage. Mais Laurent n'était pas seulement un mécène. C'était un politique habile, guidant Florence à travers des eaux dangereuses. Des familles rivales comme les Pazzi tentèrent de l'abattre, littéralement lors de la célèbre conjuration des Pazzi en 1478, quand des assassins l'attaquèrent dans la cathédrale pendant la messe. Laurent survécut, son frère Julien non, et la ville explosa de vengeance. Cette survie ajouta encore à son aura, l'installant comme l'âme de Florence. Bien sûr, une grande richesse et un grand pouvoir suscitent des rancœurs. Les Médicis n'étaient pas aimés de tous. Certains Florentins les voyaient comme des tyrans masqués en républicains. Après la mort de Laurent, la famille fut même chassée un temps, tandis que le prédicateur fougueux Savonarola prenait les rênes, tonnant contre le luxe et la corruption. Mais les Médicis revinrent toujours. Leur influence était trop profondément tissée dans la ville pour disparaître longtemps. Au fil des générations, ils étendirent leur portée au-delà de Florence. Une branche donna des papes, Léon le X et Clément le VII, portant l'influence médicéenne jusqu'à Rome. Une autre donna des reines, comme Catherine de Médicis, devenue reine de France et actrice majeure de la politique européenne. Ce qui avait commencé comme une famille de banquiers devint une dynastie touchant tous les centres du pouvoir, église, cour étoile. L'empire culturel des Médicis ne fut pas bâti par des armées ou des conquêtes, mais par le mécénat et une vision. Ils avaient compris que les idées, l'art et l'architecture pouvaient durer plus que des forteresses. Et ce faisant, ils nous laissèrent une Florence où chaque rue semble murmurer leur nom. Voyez-le ainsi, quand vous vous tenez devant la Vénus de Botticelli, que vous levez les yeux vers le dôme de Brunelleschi, ou que vous suivez les lignes du David de Michel-Ange, vous ne voyez pas seulement des chefs-d'œuvre. Vous voyez les empreintes des Médicis, une famille qui transforma la richesse en beauté, l'ambition en culture, et Florence en cœur battant de la Renaissance. Leur histoire montre que le pouvoir ne tient pas toujours à l'épée ou à la couronne. Parfois, il consiste à savoir que l'empire le plus grand est celui qui survit dans la pierre, la peinture et la mémoire. Tel fut l'empire des Médicis. La chute de Constantinople et les fortunes commerciales changeantes de l'Italie. Imaginez la scène.
Nous sommes en mai de l'an 1453 et la ville qu'on appelait la reine des cités est assiégée. Constantinople, la grande capitale de l'Empire byzantin, tenait depuis plus de 1000 ans le pont entre l'Europe et l'Asie. Ses murailles avaient résisté à d'innombrables assauts, mais, cette fois, les assaillants étaient différents. Les canons ottomans tonnaient, faisant trembler la terre, et en quelques semaines l'impensable arriva, la ville tomba. Le croissant remplaça la croix au-dessus de Sainte-Sophie, et la porte de l'Orient n'était plus en main chrétienne. Pour la plupart de l'Europe, ce fut une catastrophe lointaine. Mais pour l'Italie, le choc fut immédiat et douloureux. Pourquoi ? Parce que les marchands italiens avaient bâti leur fortune sur la ligne de vie commerciale qui passait par Constantinople. Venise, Gênes et Pise s'enrichissaient depuis longtemps en acheminant soie, épices et produits d'Asie vers les marchés européens. Constantinople était leur plaque tournante, leur intermédiaire, leur garantie d'accès. Avec les Ottomans aux commandes, tout changea. Venise, qui bénéficiait de privilèges spéciaux dans les ports byzantins, se retrouva soudain à négocier avec les Ottomans. Le commerce ne s'arrêta pas. Les Vénitiens étaient bien trop habiles pour cela, mais il devint bien plus cher et plus dangereux. Gênes, elle aussi, fut frappée. Ses précieuses colonies de mer Noire, comme Caffa, tombèrent aux mains ottomanes. Le rêve d'un profit facile par les anciennes routes s'effondra presque du jour au lendemain. Imaginez un marchand génois, devenu riche grâce aux épices, se réveiller en découvrant que ses navires n'avaient plus de port sûr où accoster. Ce moment fut un tournant. Les cités italiennes s'étaient habituées à voir la richesse couler de l'est vers l'ouest, mais la chute de Constantinople les força à s'adapter ou à périr. Venise tenta de garder sa main, concluant des accords précaires avec les Ottomans, tout en menant des guerres pour défendre ses intérêts en mer Égée. Gênes affaiblie, entama un lent déclin, finissant dans l'ombre de puissances plus fortes, et d'autres villes, comme Florence et Milan, regardèrent davantage vers l'intérieur, misant sur la banque, la manufacture et la politique plutôt que sur les entreprises d'outre-mer. Mais voici le renversement. Le choc de la perte de Constantinople ne fit pas que blesser l'Italie, il refaçonna le monde. Le blocage soudain des vieilles routes enflamma la curiosité européenne. Et s'il existait un autre chemin vers les richesses de l'Orient, cette question enverrait plus tard des explorateurs vers l'Ouest, à travers l'Atlantique, à la recherche de l'Inde et de la Chine. D'une certaine manière, les canons qui firent tomber Constantinople aidèrent à lancer l'âge des grandes découvertes. Pourtant, au XVe siècle, l'Italie ne pensait pas encore au Nouveau Monde. Elle encaissait le choc. Venise, toujours ingénieuse, redoubla d'efforts pour dominer le commerce méditerranéen, s'accrochant aux routes qu'elle contrôlait encore. Elle se battit âprement contre les Ottomans dans une série de guerres qui vidèrent sa caisse, mais la maintinrent au premier plan. Milan, forte sur terre, gagna en poids politique et militaire, tout en craignant de perdre l'accès à des produits indispensables. Florence, de son côté, concentra son énergie sur la banque et la culture, faisant de l'innovation financière et de l'art renaissance et nouvelles lignes de vie. Souvenez-vous de la famille Médicis. Leur ascension de banquier devint encore plus cruciale à mesure que les routes commerciales s'éloignaient des mains italiennes. Pour les Italiens ordinaires, l'impact se mesura au prix et à la disponibilité. Des épices autrefois courantes coûtèrent soudain une fortune. Les luxes devinrent plus rares, et l'élite les exhiba davantage comme signe de pouvoir. Imaginez traverser un marché florentin et voir le poivre, jadis commun, vendu à des tarifs accessibles seulement aux plus riches. Cette rareté rendit ses biens plus désirables, mais poussa aussi marchands et princes à rêver d'alternatives. La chute de Constantinople fit aussi bouger les lignes culturelles. Des savants byzantins fuyant vers l'ouest, portant manuscrits et savoirs, affluèrent dans les villes italiennes. Florence en particulier devint un refuge pour ces exilés, et leur présence contribua à un épanouissement encore plus profond de la pensée renaissante. D'une certaine façon, tandis que des marchands italiens perdaient des fortunes, des artistes et des érudits italiens gagnaient des trésors de l'esprit. Ainsi, l'histoire de 1453 ne parle pas seulement de murailles qui s'écroulent ou d'empires qui tombent. Pour l'Italie, elle parle de changements, douloureux, coûteux, mais aussi transformateurs. Venise lutta pour rester à flot, Gênes glissa vers le déclin, Florence se tourna vers la banque et l'éclat culturel, et Milan joua le long jeu du pouvoir. Et au-delà de l'Italie, le monde commença à se tourner vers les océans, l'exploration et un nouvel âge du commerce global. Quand Constantinople tomba, un âge s'acheva. Pour l'Italie, ce fut à la fois une blessure et une étincelle. Une blessure qui entama profondément la richesse de ses républiques maritimes, et une étincelle qui poussa l'Europe à regarder au-delà de la Méditerranée, changeant à jamais le cours de l'histoire.